8h22. France Inter. Léa Salamé, Nicolas Demorand, le 7-9. Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien de la matinale le premier secrétaire du Parti Socialiste, candidat NUP à sa réélection en Seine-et-Marne. Questions et réactions, amis auditeurs, au 01 45 24 7000. Vous connaissez le chemin. Vous pouvez passer aussi sur l'application de France Inter. Bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. Bonjour. Et merci d'être à notre micro. Emmanuel Macron, hier, sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, a appelé les Français au bon sens et au sursaut républicain. Je le cite, parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation. Je veux vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays pour assurer l'ordre à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Fin de citation. Le président de la République fait donc le choix de dramatiser l'enjeu du second tour des législatives. Et ces mots sont forts. Comment les avez-vous reçus ? C'est aussi vieux que la politique. Moi ou le chaos. Voilà ce que nous dit Emmanuel Macron, comme s'il n'avait pas, lui, conduit au chaos. Vous êtes dans un pays, notre pays, où nous n'avons jamais connu autant de manifestations, de fractures entre les Françaises et les Français. Il est celui qui a opposé, divisé en permanence les uns et les autres. Et voilà qu'il nous explique que le chaos, ce serait nous. La réalité, c'est que l'apaisement peut venir au contraire dans un pays où on prendrait en considération les revendications de celles et ceux qui, aujourd'hui, ont le sentiment d'être abandonnés. C'est ça la réalité et c'est ce que nous voulons faire. Il a ajouté que dimanche, aucune voix ne devait manquer à la République. Il en appelle au sursaut républicain. Vous vous sentez visé, exclu comme membre de la NUP du cercle républicain ? Mais quelle outrance ! Quelle outrance ! Comment peut-on imaginer... Enfin, désormais, on est macroniste ou on est anti-républicain. Et à force de convoquer des arguments d'autorité de cette nature, il laisse penser que le pays serait désormais en proie à des anti-républicains partout. C'est une folie. Et les mots perdent leur sens. La réalité, c'est que, évidemment, nous sommes des républicains et que le vote républicain, c'est d'abord le vote tout court. Venir voter, et notamment les plus jeunes, faire en sorte que celles et ceux qui ne se sont pas déplacés aux urnes la semaine dernière le fassent parce que c'est leur avenir qui est en cause. On va y venir. Emmanuel Macron pourrait aller à Kiev dans les prochaines heures. C'est un déplacement, s'il devait avoir lieu, que vous saluez de la part du président de la République, un déplacement que vous attendez en tout cas. Oui, moi je souhaite que la France continue à apporter un soutien clair au peuple ukrainien pour défendre son intégrité territoriale. Alors, venons-en aux enseignements du premier tour des législatives. Quand on regarde à froid les résultats, Olivier Faure, vous êtes certes qualifié dans des centaines de duels face à Ensemble, mais tout de même, la percée de la NUP, autour de 26%, n'est pas forcément spectaculaire en comparaison des scores accumulés de ces différentes composantes. Et puis surtout, en 2017, vous faisiez à peu près le même score. Finalement, cet accord ne vous a pas amené plus de voix qu'il y a 5 ans. Comment ça se fait ? Au fond, vous n'avez pas été déçu dimanche soir ? Vous pourriez poser d'abord la question, même s'ils ne sont pas là ce matin, mais à La République En Marche, c'est eux qui perdent 4 ou 5 points. Et nous... On leur a posé la question, là c'est vous, vous n'avez pas pris un seul point. Et nous avons un peu progressé, et surtout nous avons... ce qui est absolument considérable, nous avons basculé dans un autre monde puisque nous étions à peu près 150 à être présents au second tour de l'élection législative dernière et que nous sommes aujourd'hui plus de 400. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la victoire, elle est possible. Ce qui était absolument inimaginable il y a 5 ans, elle est devenue. Vous pensez vraiment que la victoire, elle est possible aujourd'hui dans tous les instituts de sondage? Personne ne voit une majorité absolue pour vous, pour la NUP. Dans les instituts de sondage, vous savez bien, eux-mêmes sont très fragiles, ils le disent. Ils ne savent pas projeter les résultats du premier tour sur le second, parce que personne ne connaît ce qu'on appelle la matrice de report. Comment se comporteront les électeurs qui n'ont voté ni pour la NUP, ni pour La République En Marche au premier tour? Nous n'en savons absolument rien. Et d'abord, y compris quels sont les électeurs qui se déplaceront au second tour. Quand vous savez qu'au premier tour de l'élection législative, vous avez en moyenne 70% des moins de 35 ans qui ne sont pas venus voter. Vous les engueulez comme Jean-Luc Mélenchon les a engueulés le soir à la télévision? Les jeunes, vous leur dites il s'agit de leur dire dans quel monde voulez-vous vivre? Est-ce que vous voulez continuer à connaître ce monde dans lequel finalement la doctrine libérale domine tout
et l'inaction climatique en est le résultat, ou est-ce que vous voulez au contraire que l'on se batte ensemble? Mais pourquoi ne sont-ils pas venus voter selon vous? Vous avez une explication? Mais parce qu'on leur a tellement dit que ça ne servait à rien. On a tellement expliqué, c'est pas vrai. On n'a pas dit, oui, non. Non, je parle pas de vous. Je parle en fait de la majorité qui a passé son temps à expliquer que finalement c'était mécanique. Et c'est vrai que dans toutes les élections présidentielles dernières, la suite, c'était toujours une majorité conforme. Cette fois-ci, pour la première fois, vous avez l'opposition qui arrive en tête dans une élection législative qui succède à une élection présidentielle. Et c'est là qu'il y a un espoir possible. Le ministère de l'Intérieur ne dit pas que vous êtes arrivé en tête. Oui, j'ai bien compris que le ministère de l'Intérieur avait une certaine façon de présenter les chiffres. La réalité, c'est que si vous reprenez, y compris outre-mer, celles et ceux qui se déclarent comme appartenant à la gauche et qui veulent diriger ce pays avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, nous sommes devant. Mais l'absence de mobilisation des jeunes, c'est un pari raté? Des jeunes et puis de 50% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ne sont pas retournés aux urnes 6 semaines plus tard. C'est pas que la faute de la majorité, c'est un peu facile, non? Non, la faute de la majorité, c'est d'avoir absolument cherché à enjamber l'élection législative, refuser le débat. Le seul débat qu'il y a eu avant le premier tour, Léa Salamé, c'est vous qui l'avez animé. Il y en a eu un seul sur le service public. Rien d'autre, nulle part. Avec un président qui cherche à s'échapper, y compris, cette fois-ci, regardez, cette semaine, il est parti en Europe, à un moment, parce que alors ce voyage, je ne dis pas qu'il l'a projeté depuis quelques heures, il est projeté depuis de longues semaines, mais tout simplement parce qu'il pensait que l'élection législative était simplement une formalité, et qu'il n'y avait même pas besoin de s'y impliquer, et c'est surtout pas besoin de débattre avec qui que ce soit. Nous avons une première ministre depuis quelques jours. Elle est normalement la chef de la majorité. Et donc, elle devrait être celle qui conduit la campagne des législatives. Elle s'est refusée à tout débat avec qui que ce soit. C'est insupportable, cette façon de mépriser la démocratie. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de chaos, qu'est-ce qui mène au chaos, sinon le fait que les élections donnent le sentiment de ne plus purger aucun débat? C'est ça la réalité. C'est qu'on a aujourd'hui un débat qui se déplace progressivement dans la rue, parce que dans les urnes, il est devenu impossible. Olivier Faure, si l'on regarde dans le détail, LFI pourrait obtenir autour de 100 sièges selon les projections, ce qui veut dire au moins 5 fois plus de députés que dans le Parlement sortant. En revanche, vous, PS, obtiendriez entre 24 et 29 sièges, c'est-à-dire au mieux le nombre de députés que vous avez aujourd'hui et au pire 5 de moins. Le PS seul, il a gagné quoi à cette alliance avec la NUP? D'abord, la première chose, c'est que le PS, c'est d'abord un parti qui a vocation à rassembler la gauche et à lui permettre de gouverner. Et donc, je ne pense pas exclusivement en termes partisans. Je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure à ce micro qu'il y a des enjeux qui sont considérables. D'abord, le réchauffement climatique. Mais pourquoi me parlez-vous? Mais pourquoi me parlez-vous, en fait? N'est-ce pas une victoire, au fond, les résultats de dimanche soir, de la France Insoumise, point? Pardon, mais en fait, si nous conservons un groupe à l'Assemblée, ça n'est pas complètement indifférent. Nous aurions pu être totalement éliminés. Mais ce que je veux vous dire, parce que je ne veux pas simplement donner le sentiment aux Françaises et aux Français qui, justement, ont tant de mal dans cette élection à se déplacer, que la question serait à chaque fois une question partisane. Combien je vais avoir de sièges pour moi, pour les autres, etc. La question n'est pas là aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'on engage ou pas les grandes transitions qui sont nécessaires à notre pays. Et pour moi, que ce soit avec les insoumis, les communistes, les écologistes ou les socialistes, évidemment, la question centrale, elle est est-ce qu'on engage ces grandes transitions? Et je le souhaite ardemment. Alors sur le fond, justement, sur la bataille idéologique, Olivier Véran a estimé dimanche soir que Jean-Luc Mélenchon n'était pas la gauche et qu'il était d'extrême gauche. Est-ce qu'il est dangereux? Oui, Jean-Luc Mélenchon, son programme est dangereux, a poursuivi Olivier Véran. Sur ce point, donc, idéologie, que lui répondez-vous? Je me souviens d'un temps pas si lointain où Richard Ferrand, président de l'Assemblée et pilier de la Macronie, expliquait dans l'entre-deux tours, à un moment où il venait supplier la gauche de venir voter pour Emmanuel Macron, ce que nous avons fait, il expliquait qu'il avait des valeurs communes avec l'ensemble de la gauche, y compris avec Jean-Luc Mélenchon. Et il parlait des valeurs républicaines. Donc les voir maintenant tourner Kazakh et expliquer que ce serait l'extrême gauche, que ce serait le chaos, que ce serait les soviétiques qui débarqueraient la semaine prochaine, oubliant tout simplement que ça fait maintenant plus de 30 ans
que l'Union soviétique a disparu. Il est temps qu'ils mettent leur pendule à l'heure et tout simplement qu'ils regardent les choses en face. À ce micro, lundi, Gabriel Attal poursuivait. Ce deuxième tour va permettre une clarification entre deux projets, l'un républicain, l'autre qui s'éloigne de la République, l'un européen, l'autre, le vôtre, celui de la NUP, qui veut in fine sortir de l'Union européenne. On porte un projet de libération de notre économie en face des projets de ruine économique qui ne sont pas financés. Là encore, qu'est-ce que le socialiste Olivier Faure répond à Gabriel Attal ? Comme il a changé. Et c'est tellement étonnant de voir ces gens qui, un jour, ont été de gauche et qui ont épousé toutes les caricatures que la droite produit sur la gauche depuis un siècle. On a aussi expliqué pendant longtemps que la gauche, c'était la ruine, la faillite. À chaque étape, rien n'était possible. On ne pouvait pas faire les congés payés, rappelez-vous. Puis après, on ne pouvait pas faire les 35 heures. Et on ne peut jamais rien faire avec la droite. Avec la droite, c'est simple. Quand vous proposez le moindre changement, quand vous proposez de vous occuper prioritairement de ceux qui ont moins, on vous explique que c'est impossible. Les macronistes les lois vous disent qu'est-ce qu'il a changé aussi, Olivier Faure. Qu'est-ce qu'il a changé, en le PS? épousant Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qu'ils ont changé? Vous aussi, vous avez changé. Vous disiez, avant le premier tour de l'élection présidentielle, vous ne pensiez pas, vous défendiez à ces micros-là, vous, Anne Hidalgo et vos candidats, vous défendiez, on reste dans l'Europe, on ne désobéit pas aux règles européennes. Vous dites toujours, est-ce que vous dites aujourd'hui, ce matin, la police tue ? Mais je ne dis pas la police tue, je ne l'ai pas dit. Je dis simplement que, ça c'est l'expression que Jean-Luc Mélenchon a utilisée, je ne dis pas la police tue, mais je ne dis pas non plus qu'il n'y a rien, il n'y a pas de sujet. Et que si Jean-Luc Mélenchon n'avait pas été, alors certes avec une vision qui est trop systémique pour être juste, mais la réalité quand même, c'est que vous avez une jeune femme qui n'avait commis aucun délit, qui est morte d'une balle dans le crâne. Bon, est-ce qu'on en parle ou on n'en parle pas? Est-ce qu'on ne dit pas qu'il y a des bavures parfois? Moi je défends la police. Mais je ne défends pas les policiers qui tuent aveuglément. Est-ce qu'on parle de Daniel Obono et Daniel Simonet, les deux candidats de la France Insoumise aux législatives qui ont été critiqués pour s'être affichés avec Jeremy Corbyn, ex-patron du Parti travailliste britannique, exclu de son groupe parlementaire pour laxisme face à l'antisémitisme? Est-ce qu'on en parle de ça? Est-ce que vous trouvez ça bien de recevoir Corbyn, de s'afficher avec Corbyn? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? À l'aise, c'est pas la question. Je vais vous dire les choses très franchement. Je vais vous dire, moi, je suis un combattant de l'antiracisme, de la lutte contre l'antisémitisme, et Corbyn n'est pas le témoin de moralité que je me serais choisi. Ça fait beaucoup de choses à avaler. Mais je n'avale rien. Vous voyez bien que je suis resté moi-même. Et dans une alliance, quand on s'allie avec des gens, on ne se renie pas. On est simplement dans une alliance parce qu'on a envie, besoin de se retrouver sur des grands sujets de convergence. Et ils sont infiniment plus nombreux que ceux que vous évoquez. Là, c'est des questions de valeurs, non ? Je vous parle de valeurs, je vous dis aussi que mes valeurs, ce sont aussi des valeurs qui me disent que aujourd'hui, est-ce qu'on considère que les financiers doivent nous limiter dans nos ambitions, notamment par exemple sur le climat ? Est-ce qu'on va accepter l'idée que nos enfants connaîtront des épisodes climatiques qui seront terrifiants dans les 20 prochaines années ? Ou est-ce qu'on considère que ce sont le CAC 40, les grandes multinationales qui nous dictent notre conduite? Ça, c'est des valeurs et elles sont essentielles. Est-ce que dans nos valeurs, on dit que finalement, on peut vivre aujourd'hui avec le SMIC? Ou est-ce qu'on l'augmente à 1 500 €? Ça, c'est des valeurs. Est-ce que vous pensez qu'on peut continuer... La retraite à 60 ans, vous la défendez bien vraiment? Sûr, je préfère défendre la retraite à 60 ans plutôt que celle à 67 ans comme M. Édouard Philippe ou à 65 ans comme le président Macron. Vous vous rendez compte? J'étais hier avec une chirurgienne que j'ai rencontrée dans la rue qui me dit « Mais je suis tellement d'accord avec vous. Mais je suis chirurgienne. Je suis avec des gens que j'opère parce qu'à plus de 50 ans, ils arrivent avec des malformations et qu'ils ne peuvent plus travailler. » C'est ça la réalité. Et cette valeur-là, je la porte avec toute la gauche, parce que nous sommes convaincus les uns et les autres que ce qui doit primer avant tout, c'est la valeur humaine. Alors sur le socialisme et le PS, des auditeurs assez divisés au standard. Bonjour Lionel. Bonjour Monsieur Demorand, comment ça va? Bah écoutez, plutôt pas mal, et vous? Moi, non, pas très bien, vous voyez. Alors bonjour, dites-nous. Hein? J'ai 73 ans, monsieur. Oui. Ça fait depuis 50 ans que je suis au Parti Socialiste. Vous savez ce que je viens de faire? Non. Avant-hier, j'ai jeté ma carte du Parti Socialiste dans la poubelle. Hein, j'en suis malade, j'en tremble. Hein. Voir le Parti Socialiste s'atteler avec Monsieur Mélenchon, non, je peux pas. Là, je peux pas. Moi, j'ai travaillé avec Monsieur Mélenchon quand j'étais au PS.
Hein. Non, je peux pas. Hein. Il faut, et je vais vous dire une chose, hein, j'ai voté M. Macron pour la première fois, car aux élections, excusez-moi, je suis un peu ému, et aux élections précédentes, j'avais voté M. Benoît Hamon 2 fois. Même s'il n'était pas au deuxième tour, j'ai voté 2 fois parce que j'étais encore convaincu par le PS. Et pourquoi vous avez voté Emmanuel Macron? Parce que M. Macron, premièrement, il lui faut sa majorité. Hein. Il faut lui donner sa majorité parce que avec M. Mélenchon comme Premier ministre, oh là là. Merci Lionel pour cette intervention. On a entendu votre émotion, 50 ans au PS et la carte jetée il y a quelques jours. Olivier Faure vous répond. Moi, je comprends qu'on puisse avoir des doutes et c'est une tristesse de savoir qu'il y a des gens qui peuvent changer d'avis maintenant. Mais ce que je dis simplement, c'est que le choix que j'ai fait et que j'ai fait en conscience, celui de cette nouvelle union populaire, écologique et sociale, avec les communistes, avec les écologistes, avec les insoumis, et bien sûr avec les socialistes, c'est un choix qui est un choix que je fais aussi pour les générations qui viennent. Je vois ce que ce gouvernement n'a pas fait depuis 5 ans. Je vois ce qu'il s'apprête à faire aussi. Mettre à l'amende les bénéficiaires du RSA, continuer sur l'inaction climatique, faire payer un impôt sur la vie à ceux qui vont travailler plus longtemps et qui vont servir non pas à financer les retraites, mais à financer ce que le gouvernement ne veut pas faire payer aux plus riches. Eh bien, effectivement, le choix pour moi, il est simple, il est clair, il est de choisir la gauche, toujours la gauche. Je le disais, des avis divergents au standard. Bonjour Aline. Bonjour. On vous écoute. Alors moi, j'ai toujours voté plus à gauche que le PS. Et là, je voudrais féliciter et remercier M. Faure d'avoir accepté, d'avoir fait cette union. Je trouve que c'est intelligent. Voilà, tout le monde à gauche demandait une union, au présidentiel et tout. Moi, je disais, mais on a la gauche la plus bête qui soit. Et là, enfin, il y a une union. J'en suis très heureuse. Voilà. Merci Aline. Dans un autre genre donc que notre auditeur précédent, Olivier Faure, j'imagine que vous serez heureux d'entendre cette voix. Oui, heureux tout simplement, mais comme le sont celles et ceux qui sont au premier tour venus avec nous, conforter cette alliance et qui ont levé un espoir. Et cet espoir, il ne faut pas qu'il retombe. Dimanche prochain, il faut que toutes celles et ceux qui croient effectivement qu'un autre monde est possible se déplacent. Il y a tout de même beaucoup de questions sur la crédibilité de votre programme économique. Comment comptez-vous le financer? L'Institut Montaigne, think tank libéral, je précise, évoque plus de 300 milliards de nouvelles dépenses par an. Et même l'Institut Terra Nova, qui est plutôt classé à gauche, craint, je cite, un déficit d'une hauteur jamais expérimentée, entièrement structurelle et une dynamique explosive de la dette publique. Si vous arrivez au pouvoir, comment vous les rassurez, tous ceux qui craignent que ça va être la ruine du pays? J'appellerai Dominique Seux et il nous dira ce qu'il a dit ce matin pour les macronistes. Ils ont envoyé à Bruxelles un projet qui prévoit en fait de revenir aux 3% de déficit. Donc ils ne touchent plus au déficit, ils ne financent plus pour le déficit. Ils ne veulent pas augmenter les impôts directs. Et donc, Dominique Seux nous dit que ce ne sera pas la TVA. Tant mieux. Moi, je n'y crois pas. Pardonnez-moi de vous dire, c'est ce que vous répétez, c'est ce que Jean-Luc Mélenchon répète depuis dimanche soir, qu'il y aurait un agenda caché d'Emmanuel Macron d'augmenter la TVA. Bien sûr. Ils vous répondent, Dominique Seux, mais surtout le gouvernement vous répond fake news. Ils nous répondent fake news et moi je leur réponds comment est-ce que vous allez financer ce que vous nous dites? Parce que c'est sympathique de nous dire que le monde sera plus beau demain. Simplement, si vous n'avez pas de recettes supplémentaires, comment est-ce que vous financez les transports publics, l'hôpital, l'éducation? Comment est-ce que vous faites quand vous proposez en plus de rendre 80 milliards? Donc il faut faire 80 milliards d'économies, pas d'impôts supplémentaires. Il compte sur la réforme des retraites à 65 ans. Et alors, pourquoi donc nous ne pourrions pas financer quoi que ce soit, par exemple la retraite à 60 ans, puisqu'il y a 80 milliards visiblement qui sont liés à la croissance? Donc moi je vous retourne la question et je vous dis pourquoi cette question-là est posée en permanence à la gauche alors qu'on ne pose jamais la question à la droite en lui demandant comment est-ce qu'on se finance et comment est-ce qu'on fait surtout pour répondre aux grands enjeux. Moi, quand vous dites augmentation de la TVA, vous avez des papiers, vous avez des preuves, ou c'est une hypothèse que vous formulez et que vous lancez dans le débat public sans en savoir plus que ça? Non, il y a des indiscrétions qui nous viennent d'un certain nombre de gens qui travaillent dans les bureaux à Bercy et qui nous disent que cette hypothèse-là est posée. Je ne sais pas si c'est l'intention
complète du gouvernement. Je dis simplement que cette opération-là, elle est possible et que si le gouvernement le dément, eh bien tant mieux. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a bien un problème de recettes pour le gouvernement. Et ce que je vous dis aussi à ce micro ce matin, il n'y a pas de problème de recettes. Ce que je vous dis ce matin, où vous les trouvez les recettes? Ce que je vous dis ce matin, par ailleurs, Léa Salamé, c'est qu'il y a quelque chose de frappant. C'est qu'en permanence, on est en train de nous expliquer que rien n'est possible. Mais ce qui va devenir possible, c'est le réchauffement climatique. Ce sont ces grandes questions qui sont devant nous. La pauvreté, la grande pauvreté qui galope, avec une inflation qui est elle-même devenue, non pas structurelle sur de longues années, j'espère, mais enfin pour les quelques prochaines années, on sait que ça va exister. Et alors quoi, on creuse la dette encore et encore? Mais vous me parlez de dette, vous me parlez de déficit, vous me parlez de ces gens qui ne veulent pas donner davantage. Moi, je vous dis que l'argent, il existe. Quand vous avez 160 milliards de bénéfices qui sont réalisés par le CAC 40 en 2021, à un moment où tout le monde se serre la ceinture et qu'on ne veut pas toucher aux super profits de ces multinationales, de Total, de tous les autres qui aujourd'hui n'ont pas besoin de cet argent pour pouvoir rester en vie, mais nous avons besoin pour garantir la vie des générations futures, nous avons besoin de cet argent-là. Et donc oui, il faudra effectivement imposer davantage les plus riches et les grandes entreprises. Est-ce que vous trouvez normal qu'Amazon ne paye quasiment rien, que McKinsey ne paye quasiment rien sur notre sol? Non, ça n'est pas normal. Et donc oui, il faudra les imposer durablement, faire en sorte que cet argent qui existe serve d'abord le bien commun. Monique au standard. Question sur les retraites, je crois, Monique, et on me dit aussi que vous êtes retraitée vous-même. Je suis retraitée moi-même. Soyez la bienvenue, on vous écoute. Je suis étonnée qu'on demande de baisser les retraites à 60 ans, pour l'instant c'est 62 ans, alors que tous nos voisins, tous les Européens, travaillent, allongent leur date de retraite. Je suis donc tout près de l'Allemagne, où certains on nous prend pour des rigolos de vouloir baisser, alors que l'Allemagne n'a pas la dette que nous avons. C'est-à-dire, au Luxembourg, les gens travaillent plus tard, travaillent 40 heures par semaine. Bien sûr, ils gagnent 30% de plus que nous à Metz, par exemple. Mais ils travaillent plus. Je veux dire, on n'est pas plus paresseux que les autres. Et nos petits-enfants, j'ai des petits-enfants. La semaine dernière, en parlant d'argent avec ma petite fille, elle me dit, mais mamie, nous, on n'aura plus de retraite. Tu vois pas ce qui se passe? Donc, je pense que ça aussi, ça joue. Merci Monique, merci beaucoup à vous et coucou aux petits-enfants. Olivier Faure vous répond. Monique, je ne sais pas à quel âge vous êtes vous-même parti à la retraite, mais certainement pas 65 ans. Et donc, il y a aujourd'hui une injustice terrible par rapport notamment aux carrières longues, aux métiers pénibles, qui à 65 ans ne peuvent plus travailler. Est-ce que vous imaginez travailler quand vous êtes dans les travaux publics, quand vous êtes carreleur, quand vous êtes dans des métiers qui imposent le port de charges lourdes? Ce sont ces métiers-là d'abord qui doivent être visés par les 60 ans. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas travailler davantage. Et quand je vois, j'étais l'autre jour avec un monsieur, Guy, qui a développé un cancer à 62 ans. Il me dit, heureusement que j'ai eu la pré-retraite à 55 ans, en l'occurrence, parce que si je n'avais pas connu ces années-là, peut-être que si mon cancer ne se guérit pas, je n'aurais même pas eu de retraite. Vous savez que l'âge de la retraite en bonne santé, il est inférieur à 65 ans. C'est une moyenne, bien sûr. Il y a des gens qui vivent très vieux et très bien, mais il y a aussi tous ceux qui sont partis avant. Vous avez déjà un quart de ceux qui sont parmi les plus pauvres qui sont morts à 62 ans. Comment voulez-vous qu'on puisse défendre sérieusement l'idée d'augmenter à 65 ans? Et vous savez que 65 ans, c'est pour ceux qui auront une retraite à taux plein parce qu'ils ont une carrière complète. Pour ceux qui n'ont pas de carrière complète, il faudra attendre 70 ans pour toucher les fameux 1100 € dont Emmanuel Macron nous parle. Mais qui attendra 70 ans pour pouvoir toucher ces 1100 €? La réalité, ce sont des gens qui prendront leur retraite plus tôt, avec une grosse décote, et qui ne pourront jamais vivre correctement. Pour conclure, une question historico-économique de Françoise sur l'application d'Inter. Quelles sont les conditions aujourd'hui, 2022, qui permettent de réussir une politique qui a échoué en 1981, l'arrivée de la gauche au pouvoir avec François Mitterrand, pour aboutir au tournant de la rigueur de 1983? Mais je ne vois pas très bien pourquoi... Et vous avez une minute.
Oui, j'ai une minute. Eh bien donc je vous dis que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin aussi de relancer par la demande notre économie et qu'on ne peut pas toujours faire peser sur les plus faibles toutes les... ils ne peuvent pas être des variables d'ajustement et qu'aujourd'hui, nous avons au contraire un intérêt évident à ce que le pouvoir d'achat de l'ensemble des Français augmente pour relancer la machine économique. C'est une... Enfin, je ne vais pas faire ici un cours d'économie sur le multiplicateur keynésien, mais c'est effectivement ce que nous cherchons. Et 2022, c'est 1981 ? Et 2022, c'est 2022. C'est une nouvelle offre politique et c'est la volonté d'opérer les grandes transitions dont nous avons besoin. Olivier Faure, merci d'avoir été au micro de France Inter ce matin. Il est 8h47.